Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 juin et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler d'une nouvelle qui me dévaste, le fait que Pierre Sage quitte le RC Lens pour aller du côté de Crystal Palace. Une nouvelle sur laquelle j'ai fait un tweet hier, un tweet qui a été relativement mal compris parce que beaucoup de personnes m'ont expliqué à quel point c'était un choix sensé pour Pierre Sage et c'est quelque chose que je comprends, c'est quelque chose que j'ai même justifié au cours de cette vidéo, mais ça n'empêche pas que ce soit quelque chose qui m'attriste et vraiment je trouve que c'est un symbole de déclassement de notre Ligue 1 et en tant que fan de foot qui est français, forcément ça me fait un petit peu de peine. On parlera de l'offre du Real Madrid sur Julián Álvarez. Oui, le monde du foot est très surprenant et en ce moment le Real c'est le divertissement. Nous parlerons de Nike dans le football, d'une interview dans le journal L'Équipe et j'ai un regard assez critique là-dessus, d'un couvre-feu à Clermont-Ferrand sur la Coupe du Monde qui me scandalise, j'ai pas d'autres mots, et d'une offre qui a dû laisser Lucas Chevalier quelque peu dubitatif. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Adieu Lens, bonjour Crystal Palace pour Pierre Sage, un des meilleurs entraîneurs français, un des meilleurs entraîneurs de notre Ligue 1, et qu'on soit clair, Pierre Sage a totalement raison d'accepter cette offre, on va voir pourquoi, mais ça n'empêche que pour moi c'est un beau symbole d'à quel point notre Ligue 1 est de plus en plus déclassée. Rien de neuf sous le soleil vous allez me dire, mais alors plus ça va, plus on va loin là-dedans. Alors premier point, défense pour Pierre Sage, évidemment il a raison d'aller à Crystal Palace. Premier point, il est avec un salaire qui va quadrupler du côté du championnat anglais. Donc évidemment, c'est le genre d'offre que tu veux pas refuser. En plus de ça, on peut pas dire que c'est simplement un choix financier puisque sportivement, il va pouvoir entraîner dans le meilleur championnat du monde. Crystal Palace, oui, ça fait 15e de Première Ligue cette saison du côté de l'Angleterre, mais même en étant 15e, ça te permet d'avoir un budget bien plus important que les RC Lens, d'avoir des joueurs bien plus intéressants parce qu'on le sait, l'Angleterre, c'est aujourd'hui déjà une sorte de Super League. Et en plus de ça, il n'aura pas que l'Angleterre puisque Crystal Palace a gagné la Conference League et qualifié en Ligue Europa. C'est pas la Champions League du RC Lens, certes, mais vaut mieux aller en Europa League avec de vraies chances de la gagner que simplement faire figuration du côté de la Champions League avec le RC Lens. En fait, en France, il n'y avait aucune perspective d'évolution pour Pierre Sage. Il a fait un travail absolument formidable à Lens, mais il savait déjà que l'effectif allait pas être renforcé pour la saison prochaine, bien au contraire, que le club allait pas pouvoir évoluer et je le reproche pas à Lens, c'est normal vu les incertitudes économiques autour du club dues aux droits TV faméliques en Ligue 1. Donc en fait Pierre Sage, s'il a envie de passer un cap dans sa carrière, il est obligé d'aller ailleurs et Crystal Palace c'est une bonne destination, ça lui fera déjà progresser d'un grand palier, mais en plus s'il réussit là-bas, quand tu réussis dans un club entre guillemets moyen de Première Ligue, tu sais que tu attires la convoitise des plus gros. Mais je suis quand même triste parce que finalement, à une époque, on perdait nos joueurs. Désormais, on est habitué à perdre nos joueurs de plus en plus tôt. Et on se rend compte que même nos entraîneurs, ils font pas exception à la règle. Et que Pierre Sage, c'est un mec que j'ai adoré à Lens. Il a eu des résultats, il a mis en place du beau jeu. Et même auparavant, du côté de Lyon, c'était vraiment un coach intéressant. Et lui aussi, on doit s'habituer au fait qu'il va devoir partir pour continuer sa carrière. Ça sera de pire en pire à l'avenir. Et si je veux finir sur une note un petit peu positive, j'ai envie de dire que premier point, Pierre Sage est reconnu à sa juste valeur et ça me fait quand même plaisir. Et deuxième point pour les Lensois, le lot de consolation, c'est que Pierre Sage il était sous contrat, qu'il a fallu racheter ce contrat, mais bon, on parle de 5 millions d'euros, ça changera pas la vie des Lensois, je pense qu'ils auraient préféré garder leur coach. Non mais on est où là? Le Real Madrid a fait un communiqué officiel pour annoncer qu'ils n'avaient pas recruté un joueur mais qu'ils avaient fait une offre pour Julián Álvarez, une offre de 150 millions d'euros qui en plus a été refusée. Alors le principe du communiqué officiel pour annoncer un râteau, il faut avouer que c'est une nouveauté dans le monde du football. La raison est relativement simple, Florentino Pérez a fait des promesses de campagne, a avancé sur le fait qu'il allait faire de grosses offres pour de gros recrutements et ça c'est une manière de l'afficher officiellement. Mais vous avez peut-être suivi les amis-croches entre le community manager de Atleti et celui du FC Barcelone, enfin plutôt l'Atlético a défoncé le Barça qui n'a pas répondu, et bien forcément le community manager de Atleti a remis ça avec quelques commentaires sur le communiqué du Real Madrid, déjà un tweet simplement fait de smiley qui se marre, ensuite précision sur le fait qu'ils ne les remercient pas, qu'ils avaient étudié que dalle, en gros vous avez l'idée, et un dernier coup de couteau qui reproche le vol des joueurs de l'académie de l'Atleti. Alors
moi j'ai toujours la même position concernant le community manager de Atlético Madrid. J'espère vraiment qu'ils vont pas vendre Julián Álvarez parce que si tu le sais au cours de ce mercato estival après cette communication, tu passes pour un club de pimpin. Mais un club de pimpin, c'est aussi ce pourquoi passe le Real Madrid avec cette communication sur une offre refusée. Je me dis que c'est une dinguerie, absolument tous les gros clubs veulent Julián Álvarez. On annonce le PSG, on annonce le Barça, on annonce le Real Madrid, l'Atleti ne veut pas le lâcher. Mais la dernière question, c'est 150 millions d'euros sur Julián Álvarez, pourquoi pas, mais au Real Madrid, est-ce que c'est vraiment la priorité sportive du Real? Oui, ils ont déjà recruté Konaté, mais la deuxième priorité pour moi, ce serait peut-être plus le milieu de terrain. Nike va terriblement mal, leur cours de bourse s'effondre depuis grosso modo 5 ans, leurs ventes en Chine sont en train de fondre comme neige au soleil et dans le football, ils perdent des contrats particulièrement importants. Il y a un nouveau PDG qui est arrivé et c'est justement ce dernier, dans ce contexte très épineux, qu'a donné pour le journal L'Équipe une grande interview qui fait office de mise en avant des ambitions de la marque à la virgule avant la Coupe du Monde 2026. Alors, je vais vous passer le détail de l'interview parce que grosso modo, on a le PDG de Nike qui déroule tranquillement son discours de communicant en disant qu'ils ont envie de mettre les athlètes au cœur de Nike, que la performance c'est la priorité, mais de toute façon que ça n'avait jamais changé et que ça a toujours été l'ADN de Nike. Bref, c'est un beau discours, c'est vraiment des choses qui sonnent plutôt creux et à vrai dire, j'ai même vérifié que c'était pas un publi rédactionnel parce que journalistiquement, il n'y a pas grand chose à en tirer. La vérité aujourd'hui sur Nike dans le football, c'est que les 3/4 des maillots qui sortent sont ultra critiqués parce que ce sont des templates plutôt moches. Ils ont quelques gros contrats avec des athlètes qui ont été perdus. Il y a des interrogations sur d'autres noms. On parle notamment beaucoup en France de Kylian Mbappé, qui est une de leurs égéries et qui va devoir renégocier dur parce que sinon, il va se casser à la concurrence. Alors Nike, ils sont très forts dans les grands événements sportifs, les Coupes du Monde, les JO. Ils ont réussi à produire un nombre incalculable de spots iconiques durant l'histoire. Ils sont aussi très présents avec les sélections, on est bien placé pour le savoir en France, donc ils ont eu peut-être une carte à jouer ici, mais il faut se rendre compte que la hype, aujourd'hui, elle est plus du côté de Nike, et là on parle de football, dans le running c'est un peu la même chose, l'époque où ils révolutionnaient les chaussures avec des plaques carbone et Vaporfly est désormais bien loin. Si vous êtes jeune et que vous habitez à Clermont-Ferrand, vous n'avez pas de chance. Alors pas forcément parce que vous habitez à Clermont, je me permettrai pas de juger la ville, mais parce qu'il va y avoir un couvre-feu durant l'intégralité de la Coupe du Monde. C'est une décision qui a été prise, vous ne pourrez pas sortir dans la rue non accompagné de 23h à 7h du matin. Vous pouvez donc oublier la perspective de célébrer les matchs des Bleus en sortant chez vous après une victoire et vous pouvez remercier les politiques pour ça. Alors de mon côté, je suis absolument effaré parce que pas mal de personnes semblent trouver ça normal, mais on parle quand même d'un couvre-feu qui est une mesure particulièrement liberticide et qui doit être utilisée notamment pour des raisons exceptionnelles. Ici on parle d'un événement sportif, c'est ça la raison exceptionnelle, et on va même aller plus loin en disant qu'il n'y aura pas de fan zone. Bon bah ça évidemment ça fait économiser de l'argent, pourquoi pas, mais il n'y aura même pas le droit de diffuser le match sur des terrasses pour les restaurateurs, pour les bars. Il faudra que ce soit exclusivement à l'intérieur pour éviter les mouvements de foule. Faut avouer qu'on a quand même vu ce gros thug casseur Édouard Philippe au Havre célébrer la victoire du Paris Saint-Germain en terrasse. C'était un grand moment de délinquance. Alors évidemment, la grande justification, c'est justement ce qu'il y a eu suite à la finale de Ligue des Champions, notamment à Paris. Le maire de Clermont-Ferrand n'a pas envie que ça se reproduise dans sa ville, mais je trouve que c'est une dinguerie. Et pour ceux qui trouvent ça normal, dites-vous qu'on va interdire tous les jeunes de sortir pour une minorité de casseurs. Et le pire, c'est que c'est une mesure symbolique. Parce que les jeunes qui sont honnêtes, qui ont envie de célébrer ça avec un esprit bon enfant, en toute bonne foi, ils vont pas sortir avec le couvre-feu. Mais les mecs qui sortent pour casser, vous pensez sérieusement que c'est un petit couvre-feu qui va les arrêter? Bah non, ils en auront strictement rien à faire. Et puis, ceux qui me répondent, ouais, mais un jeune n'a rien à faire après 23h dans la rue, surtout s'il est mineur et non accompagné. Bah ouais, mais avec ce genre de discours, on va aller de plus en plus loin. Vous êtes de HR à dictateur, parce que finalement, est-ce que
on pourrait pas généraliser cette mesure à toute l'année et pas seulement à la Coupe du Monde, parce que oui, un jeune n'a rien à faire à 3h du matin dans la rue, et finalement, même si vous avez 22 ans, même si vous avez 40 ans, est-ce que vous avez une vraie raison d'aller dans la rue à 3h du matin? On pourrait mettre en place des contrôles comme ça, et vous comprenez là où je veux en venir, de fil en aiguille avec des gens qui disent que c'est normal, si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème, ben on se retrouve dans un état littéralement totalitaire en fait. Donc voilà, félicitations au maire de Clermont-Ferrand pour cette belle mesure liberticide. Apparemment, quand on est en vacances scolaires, qu'on est jeune, qu'on va voir le match chez un pote, on n'a même pas le droit par la suite de sortir dans la rue pour célébrer ça. C'est une mesure qui est symbolique, qui est totalement inefficace, qui va faire plaisir aux bandeurs d'autorité qui veulent taper sur la table, mais ça va strictement rien changer, ça va simplement créer des nuisances pour les gens qui voulaient célébrer avec un bon esprit. Le Beşiktaş s'est renseigné sur Lucas Chevalier et ça me rappelle une anecdote. À l'époque où j'étais à la fac, j'avais un pote qui était particulièrement beau gosse et qui s'était presque vexé parce qu'il s'était fait draguer par une fille qu'il trouvait pas ouf. Je comprenais pas, il m'avait expliqué que si cette fille le pensait inaccessible, ça veut dire qu'elle le trouvait pas si beau que ça et du coup il avait eu une réaction d'ego. C'est une dinguerie, mais je me dis que ça peut être exactement la même chose avec Lucas Chevalier quand il voit que le Beşiktaş vient au renseignement, parce que oui, je respecte le club turc, qu'on soit clair, c'est un monument du football local, mais c'est quand même pas un des plus grands clubs du monde. Et il faut pas oublier que Lucas Chevalier, il y a pas si longtemps que ça, il a signé dans le plus grand club du monde en termes de performance sportive actuelle. Il a signé chez le gagnant de la Ligue des Champions, qui est désormais double gagnant de la Ligue des Champions. Et ça vous montre un peu le déclassement du gardien français. Mais moi, je suis assez triste pour Lucas Chevalier parce que faut pas réécrire l'histoire en essayant de le faire passer pour une pipe. C'est peut-être pas le gardien auquel s'attendait Luis Enrique, il a peut-être été déclassé au Paris Saint-Germain pour de bonnes raisons, mais il a 24 ans, il a eu des sélections en équipe de France, il est ultra prometteur, il avait fait de très bonnes choses au LOSC, c'est un gardien qui peut rendre de grands services à de grandes équipes. Donc voir qu'aujourd'hui il se retrouve dans une situation placardisée où il apparaît comme étant dans une impasse pour le Paris Saint-Germain, ça me tue. On peut dire qu'il se relancerait bien avec du temps de jeu, avec un prêt, mais là se poserait la question de qui occuperait le poste de second gardien au Paris Saint-Germain, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure de Safonov, parce que évidemment il faudra du monde pour jouer les coupes. Certes, Chevalier a été placardisé à partir du moment où le PSG ne jouait plus la Coupe de France, mais il y aura beaucoup de matchs à jouer la saison prochaine. Donc c'est une solution qui m'apparaît comme étant potentiellement cool de voir Lucas Chevalier partir en prêt, mais potentiellement extrêmement délicate à mettre en place. Je suis curieux de voir comment ça va tourner, mais en tout cas ce transfert, c'est définitivement une mauvaise affaire pour Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain. Terminé pour le journal du jour, j'ai quand même envie de vous reparler à nouveau de Alvarez cet après-midi, parce que c'est une dinguerie du côté du Real Madrid, c'est une dinguerie de la communication de Atleti, c'est une dinguerie de voir à quel point ce joueur catalyse aujourd'hui toutes les attentes. En fait, il y a plein de trucs intéressants dans ce dossier, donc je vous propose tout simplement qu'on se retrouve cet après-midi aux alentours de 17h pour en parler. C'est le divertissement ultime, la Coupe du Monde n'a pas commencé, mais alors le popcorn est déjà sorti. Je vous donne rendez-vous cet après-midi, passez une bonne journée, salut!